Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 septembre 2024 et je vais pas vous dire que je vous l'avais dit, mais quand même un tout petit peu. Eh bien, finalement, le S&P 500 a, semble-t-il, confirmé son double top. Et puis surtout, eh bien, on a paniqué de nouveau un tout petit peu, hein. La vol est remontée de 15 à 20, tout ça parce que finalement, il y avait un chiffre économique qui n'était pas le chiffre prioritaire de la semaine, mais quand même un chiffre économique qui nous a fait un tout petit peu peur. L'ISM Manufacturing PMI qui nous a annoncé que finalement, c'était pas aussi bon que ça. Résultat, on s'inquiète à nouveau de l'état de santé de l'économie et ça remet tout en question sur notre réflexion au niveau de que va faire la baisse des taux pour les marchés financiers. Alors, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, il va falloir faire très attention à l'interprétation des chiffres et à comment on les perçoit dans le futur, hein, parce que tout a changé. Enfin, on a l'impression que tout a changé depuis hier. Alors, que s'est-il passé réellement ? Eh bien, tout d'abord, il y a un chiffre, l'ISM Manufacturing PMI, qu'on regarde comme ci, comme ça, pas forcément très attentivement, qui nous donne toujours un état de santé de l'économie. C'est un chiffre qui sort le premier jour de trading de chaque mois et puis qui nous montre un petit peu comment se perçue l'économie du côté des entreprises américaines, du côté des directeurs d'achat des entreprises américaines. Et puis hier, ce chiffre, il est sorti à 47,2, alors qu'on l'attendait à 47,9, qu'il était sorti à 46,8 le mois dernier et que le marché était assez optimiste pour voir un rebond. Alors rebond, il y a eu, puisqu'on est passé de 46,8 à 47,2. Après, il faut juste déterminer ce qu'on entend par un rebond ou un rebond spectaculaire. Après, c'est une question d'adjectif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, déception, parce que le marché attendait quand même beaucoup plus, et en ce moment, on n'aime pas trop être déçu. Donc, on a été déçus, et à partir de là, on s'est dit, peut-être que l'économie ne va pas si bien que ça, contrairement à ce que nous a montré le PIB la semaine dernière. Et puis, on s'est aussi souvenu qu'au mois de mai, les chiffres du mois de mai de ce même chiffre, de ce même ISM qui sont sortis en juin, nous avaient dit que finalement, c'était pas terrible, et que, on rentrait de nouveau en contraction. Et de plus, on a été systématiquement en contraction en juin, en juillet, en août. Et donc, voilà, ça fait 3 mois de suite. Mais si on fait le bilan sur 23, 24 mois, eh bien, on est quelque chose comme 23 mois sur 24 en contraction. Il y a un mois où on n'a pas été en contraction. Donc, ça nous rappelle à l'ordre, ça nous remet en tête que finalement, peut-être que la croissance n'est pas aussi géniale que ce qu'on veut bien nous faire croire pour l'instant. Donc vous l'aurez compris, la baisse d'hier, la baisse spectaculaire d'hier, aura donc été à mettre au crédit des craintes sur la croissance. Alors après, c'est assez simple, hein. Si la croissance ralentit, on va aller chercher les titres sur lesquels il faut tirer au cas où la croissance elle ralentit. Et s'il faut tirer sur des titres de croissance, on va chercher ceux qui ont le mieux performé ces derniers mois. Si on cherche des titres qui ont le mieux performé depuis que Powell a commencé à envisager de pivoter à la fin du mois d'octobre dernier, à chaque fois, ça tombe inévitablement sur la technologie. Si à l'intérieur de la technologie, on cherche les meilleurs, eh bien, c'est les semi-conducteurs. Et à plus forte raison, les semi-conducteurs qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et si dans ce secteur en particulier, vous cherchez une vedette, un titre sur lequel il faut taper, eh bien, il ne vous reste plus qu'à sortir l'artillerie lourde et à viser les 2 genoux en même temps de Nvidia. C'était donc la victime de la journée. Alors oui, le Dow Jones baisse de 600 points. Oui, le S&P 500 perd 2,2% et confirme que la figure technique que je vous montrais hier est probablement un double top et qu'on a une bonne chance d'aller chercher beaucoup plus bas ces prochains jours. On parle de 5100 et des poussières, 5150. Oui, le Nasdaq s'est fait détruire de 3,3%. Mais alors, celui qui a pris la claque suprême hier, c'est le SOX qui abandonne plus de 7% hier. Mais à l'intérieur du SOX, bien sûr, on a Nvidia qui perd 9,5%. Et encore, c'est pas terminé parce qu'après la clôture, il y a le département de la justice qui a envoyé des citations à comparaître à Nvidia et à d'autres sociétés du secteur pour savoir si potentiellement il n'y aurait pas une histoire de concurrence magouillée au milieu de tout ça. Résultat, Nvidia reperdait encore 2,4% hier soir after close. Alors peu importe comment on interprète la perte, la baisse d'hier sur Nvidia, que ce soit seulement sur la séance de trading ou sur la séance de trading plus l'after close, si on fait uniquement la séance de trading, Nvidia aura perdu 279 milliards de capitalisation sur la journée et c'est un record absolu. Jamais dans l'histoire des marchés boursiers, on a vu un titre perdre autant de market cap sur une seule séance.
Nvidia détient dorénavant le record avec 279 milliards effacés en quelques minutes. Parce que finalement, la croissance, elle n'est pas si top que ça. Puis si on rajoute l'afterclose, eh bien c'est 300 milliards au total qui ont été effacés pour l'instant sur Nvidia. On va attendre l'ouverture aujourd'hui pour voir comment ça va continuer. Mais quand on voit la tronche des futurs qui sont déjà en baisse de 0,5% sur le S&P 500, on se dit que c'est pas forcément terminé. Voilà, donc est-ce que la panique est de retour au même titre que celle qu'on a vécue au mois d'août? Alors pour l'instant, il est bien sûr un peu tôt pour le dire. La vol n'est que à 20% et l'indice Greed and Fear de CNN est toujours en mode greed. Donc pour l'instant, ça va. On n'est pas encore en extrême panique. Mais il faut pas oublier que maintenant, on va avoir toute une avalanche de chiffres qui vont nous tomber dessus. Et comme on pouvait le lire dans la presse de ce matin, on a déterminé aujourd'hui, je ne sais pas par quel moyen on détermine ce genre de truc, mais peu importe, on a déterminé aujourd'hui que les chiffres de l'emploi seraient dorénavant les chiffres les plus importants du marché. En fonction de ce que l'emploi va nous dire, eh bien on saura où nous allons aller. Et là, franchement, eh bien, ça devient un tout petit peu inquiétant parce qu'on va avoir les JOLTS tout à l'heure en fin de journée. Demain, on aura l'ADP plus les jobless claims. Vendredi, run and non-farm payrolls plus le taux de chômage. Enfin, vous savez tout ça. Mais là, les 3 prochains jours, c'est emploi, emploi, emploi. Il n'y a que ça. On ne va parler que de ça. Et là, au milieu de tout ça, si l'emploi est trop faible quelque part, et par rapport à ce qu'on a déjà vu ces derniers temps et à certains chiffres qui ont déjà été publiés ces derniers jours, on se rend compte qu'il y a un ralentissement de l'emploi. C'est évident. Il va bien falloir voir comment il va se refléter dans les chiffres et comment nous allons l'interpréter. Bien évidemment. Évidemment que si tous les chiffres sont en dessous des attentes, on va se dire aïe aïe aïe, ça va faire très très mal. L'emploi est plus faible que prévu. Mais de nouveau, là, il y a un effet tampon qui va se pointer. Et l'effet tampon, c'est oui, mais si l'emploi est faible, la Fed va baisser les taux. Et si la Fed baisse les taux, c'est donc positif pour les marchés. Oui, sauf que là encore, il y a un nouvel effet tampon qui pourrait se faire, c'est que pour l'instant, on est en train de se dire, oui, d'accord, si les chiffres de l'emploi sont mauvais, la Fed risque de baisser les taux et plus qu'attendu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on attend 0,25% le 19 septembre, il pourrait baisser les taux de 0,5%. Le problème, c'est que l'interprétation qu'on en fait pourrait être tout à fait différente. Parce que si aujourd'hui on est conscient du fait qu'un marché est content, un marché boursier est content quand on baisse les taux, si tout d'un coup on se rend compte que la Fed baisse les taux très fort et très vite, eh ben ça risque de sentir un peu la panique aussi. Ce qui voudrait dire que tout d'un coup, eh ben la Fed se foutrait totalement de l'aspect inflation et se concentrerait uniquement sur le fait, oh mon Dieu, faut pas qu'on rentre en récession. Et cette perception-là, elle pourrait faire douter le marché, parce que si tout d'un coup on sent cet effet, faut vite faire quelque chose pour empêcher l'économie de ralentir, eh bien on va vite comprendre que l'économie elle est en train de ralentir. Et comme je vous l'ai déjà dit à moult reprises, l'économie c'est un paquebot. Hein. Quand elle a décidé de ralentir, pour la faire réaccélérer, il y a une inertie, comme pour la faire freiner d'ailleurs, comme on l'a vu pour l'inflation. Ça se fait pas sur un coup de baguette magique et ça se fait pas sur un coup de baisse des taux. Résultat, ça risque d'être un petit peu shaky ces prochains jours, puisque si à l'intérieur des jobs de cet après-midi, on se rend compte qu'il y a 20% d'offres d'emploi en moins et que les offres d'emploi sont des offres de Père Noël du 15 décembre au 25 décembre cette année, je ne suis pas sûr que ça va nous satisfaire pour nous rassurer au niveau des chiffres de l'emploi. Donc nous sommes en mode presque panique. On va dire panique light pour l'instant. On se pose des questions, on se dit « Ah, finalement ça va pas si bien que ça, donc il va baisser les taux, c'est bien, mais pas trop parce que sinon ça va faire peur. » Bref, c'est assez savonneux comme pente et finalement on se rend compte que pour l'instant c'est surtout une question d'interprétation et ça va pas être facile d'interpréter. Donc en résumé, avant on voulait que les taux baissent parce que ça voulait dire que l'inflation était vaincue. Maintenant on aimerait que les taux baissent toujours mais pas trop parce que s'ils baissent trop ça veut dire que finalement l'économie est en train de ralentir trop violemment. C'est pas facile, il va falloir s'y faire. Et puis alors ça s'arrête pas là parce qu'au Japon ce matin c'est le bain de sang, le Nikkei perd 4%, enfin la vitesse où ça baisse je sais pas où on en est maintenant mais tout à l'heure il perdait 4%. La Chine et Hong Kong baissent aussi, mais ça c'est moins important. Et puis on parle aussi soudainement de plus en plus à nouveau de hausse des taux au Japon. Donc imaginez une hausse des taux au Japon, une baisse des taux plus forte que prévu aux États-Unis. Le carry trade, il fait comme ça. On a déjà parlé du carry trade au mois d'août, hein, on sait ce que ça veut dire. Et si vous vous souvenez pas, vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai faite sur le carry trade qui est là en dessous. Et le carry trade, eh bien, s'il nous refait le coup de la panique, eh bien, on sait comment ça peut se terminer. Donc vraiment, là, on est accroché à la paroi, on a le mousqueton qui est tombé, la corde qui est coupée, et il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas des chutes de pierre qui viennent d'en dessus. Pour l'instant, il y a un gros doute.
dans le marché. Et franchement, c'est pas ce qu'on avait prévu hier matin. Autrement, il y en a un autre qui se fait déglinguer au passage, c'est le pétrole. Alors, on en a déjà parlé hier également. Alors, le pétrole, ça continue. Donc, ralentissement économique en Chine, ça, on nous le répète tous les jours. Ouh là là, le panda, il est pas gentil, ça va ralentir encore et encore. Ensuite, on a bien sûr des rumeurs comme quoi l'OPEP pourrait éventuellement, peut-être, mais c'est pas sûr, augmenter sa production de pétrole. Et puis, on a eu aussi, au passage, le fait que Goldman Sachs, qui d'ailleurs ont baissé leur price target annuel sur le baril entre 70 et 82 $ pour la fin de l'année, qui sont venus nous dire que quand même, il y avait un peu trop de pétrole qui arrivait sur le marché du côté des États-Unis. Donc vous avez trop de pétrole qui arrive des forages américains, vous avez les Chinois qui consomment plus, et vous avez les Arabes, enfin l'OPEP, qui voudraient encore rajouter du pétrole sur le marché. Inutile de vous dire que dans ces conditions, à moins que Israël attaque l'Iran à l'arme nucléaire, on voit mal comment le baril pourrait rebondir, et c'est ce qui lui met la pression sur la tête aujourd'hui, d'où le fait qu'on traite autour des 69 $ sur le baril. Et quand on entend ce qu'on entend, quand on voit les chiffres d'hier, et en fonction des chiffres qu'on aura cette semaine, c'est pas sûr que le pétrole se relève dans l'immédiat, parce que forcément, eh bien, tout semble être en train de ralentir, et c'est en tout cas l'obsession du moment. La semaine dernière, on était parfaitement serein, mais aujourd'hui, on est en mode « Oh my God, tout va ralentir ». Voilà, donc en conclusion, encore deux petites nouvelles. On a Zscaler Cybersecurity qui a publié ses chiffres hier soir qui étaient meilleurs que les attentes, mais ils ont annoncé une guidance révisée à la baisse. Alors, une guidance révisée à la baisse, en ce moment, on n'est pas super fan. Le titre perdait 15% after close. Et puis on a Supermicro. Alors, vous vous souvenez de l'histoire de Supermicro qui se sont fait tirer dessus à boulet rouge par Hindenburg Research, comme quoi il y avait des magouilles comptables, en gros, à l'intérieur de leur bilan. Supermicro n'avait pas répondu à ces accusations la semaine dernière. Ils s'étaient contentés de décaler la publication de leurs résultats. Et hier, ils sont revenus et finalement, ils ont réussi à mettre en place un communiqué de presse pour dire que ce qu'a dit Hindenburg Research, eh bien, c'était pas vrai, que c'était que des mensonges et qu'ils étaient pas gentils. Alors, le titre a rebondi sur la nouvelle. Le titre prenait 0,9% sur la séance. On dira après avoir perdu 30%, il pouvait bien rebondir de 0,9. 0,9% en même temps, quand on voit la claque qu'ont pris les semi-conducteurs hier, finalement 0,9% de rebond pour Supermicro, et c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc aujourd'hui, je vous l'ai dit et répété, il y aura plein de PMI en Europe, mais il y aura surtout les JOLTS aux États-Unis. Ce sera très, très, très important. C'est le premier pas dans le monde de l'emploi. Et puis derrière, il y aura encore le Benchbook aux États-Unis et le Trade Balance. Donc 2-3 choses à surveiller. Cet après-midi, quand même, ce sera, l'antichambre de la suite, justement. Parce que la fin de la semaine risque d'être spectaculaire, comme je l'avais déjà mentionné hier. Ouais, je vieillis, je me répète. Et puis alors, n'oublions pas non plus que demain, jeudi, c'est le Jeune Genevois. Donc les Genevois ne seront pas là. Et moi-même, je ne serais censé pas être là étant Genevois. Et donc du coup, je serai quand même là et je vous ferai quand même une vidéo parce que c'est un peu trop important pour se contenter de dormir demain matin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la critiquer, de me dire que le générique est trop fort. Je vais essayer de le baisser aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit. Et aujourd'hui, soyez forts. Bye bye.